2, 1, 2, 3, 4. Bonsoir messieurs. Merci de m'avoir entendu. Oui, Eric, oui. Oui, je vais te laisser introduire la réunion et puis je ferai les commentaires sur la synthèse des résultats, effectivement, juste après. Oui, c'est moi qui fais le PV, oui, comme d'habitude. Très bien. Alors, je voulais tout d'abord remercier toutes les équipes de data management et de contrôle de gestion des différentes entités et filiales du groupe Dexia pour avoir produit ces résultats dans un temps record. Les circonstances sont exceptionnelles et on ne peut pas dire que l'ambiance soit des plus détendues non plus à la holding, mais je sais que vous êtes particulièrement sous pression dans les différentes filiales du groupe et notamment dans les filiales de banques privées, de banques commerciales où vous faites face aux clients, n'est-ce pas ? Alors voilà, merci quand même puisque les équipes ont été mises à rude épreuve. Alors c'est vrai qu'avec la menace de la faillite du mois de septembre, le comité de direction, la direction en général, souhaite avoir un œil au jour le jour, enfin en tout cas au plus près du jour le jour, sur l'évolution du fonds de commerce de la banque. Et donc il est important qu'on maintienne un niveau de reporting aussi fréquent et détaillé que possible, afin que le comité de direction puisse avoir une vue sur l'état de l'évolution du fonds de commerce. Alors j'ai produit avec l'aide précieuse de Laurent et de toute son équipe ce rapport synthétique. Il sera présenté par Hugo en comité de direction lundi. Donc l'idée de la réunion, enfin en tout cas de ce point de la réunion aujourd'hui, c'est de passer en revue les différents éléments de ce rapport de résultats, que vous, les différents responsables d'entités, me fassiez part de vos commentaires et ajouts éventuels pour que je puisse compléter ce rapport et le soumettre ensuite à Hugo qui le commentera en comité de direction lundi prochain. Ça vous va ? Ouais, merci. Alors, pour commencer, le fonds de commerce. Donc, vous avez sur ce premier graphique les données consolidées au niveau du groupe. Oui, Bahreïn inclus, oui. On sent donc quand même que la tension est la plus forte au Luxembourg. Vous le voyez sur les chiffres, les actifs étaient déjà fortement sous pression à cause de la retenue à la source et de l'avancée des négociations européennes sur l'échange automatique d'informations. Et là, les retraits d'actifs depuis la crise, et ça malgré les injections de capitaux publics, se sont vraiment accélérés. Alors oui, c'est vrai que c'est surtout des personnes qui vont mettre leurs fonds à l'âge pur caisse, la banque publique luxembourgeoise. D'aucuns diraient une concurrence déloyale. Voilà. Alors côté coût, le bilan des évolutions d'effectifs donc est plutôt favorable. On devrait être aux objectifs. Michel ? Oui, ok. Mais donc, je vais noter ça. Donc, 3 départs probables en retraite anticipés qui ne sont pas comptabilisés. Je l'ajouterai au reporting. Ça nous rapprochera des objectifs. Ce sera toujours ça de gagner. Alors, côté revenus, ça tourne tellement bien, en fait, avec tous les ordres d'achat, de vente à cause de la panique qu'il y a sur les marchés financiers, que finalement, on génère énormément de revenus en commission. Vous voyez le niveau des commissions qui a fortement augmenté par rapport aux revenus d'intérêt. Ça durera sûrement un petit peu. C'est votre anticipation, semble-t-il. Donc, tant que ça dure, tant mieux. Et oui, on risque en effet d'avoir une pression sur les effectifs de la part de la direction générale dans les mois à venir. Oui. Ok, Eric, je note la décision. J'ai le recrutement pour l'instant. Voilà. C'est fait. Bonsoir. Ça va ? Vous n'êtes pas trop serré ? Un peu, Je suis désolée, on pourrait éventuellement mettre peut-être une première rangée, mais voilà. Bon, donc on est en pleine réunion, un peu de crise, mais bon. Chez Dexia, à la direction de la banque privée de Dexia. On est début octobre 2008. Et il y a quelques jours, semaines,
la banque a failli faire faillite. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode. Elle a failli faire faillite, mais elle n'a pas fait faillite parce qu'elle a été sauvée par les contribuables. Français, belges, luxembourgeois dans une certaine mesure aussi. Mais même si la banque vient quasiment de faire faillite, même si elle a été sauvée suite à l'injection, grâce à l'injection de milliards d'euros d'argent public, eh bien, le sujet qui intéresse les membres de la direction de la banque privée aujourd'hui, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'impact du sauvetage sur les finances publiques, ce n'est pas la façon dont se sentent les gens qui travaillent dans les agences et qui se prennent les clients mécontents en face. Dans les étages de direction, on n'a pas le mécontentement de la clientèle en face de soi. Ce n'est pas les tensions qu'il peut y avoir dans les équipes à cause de ce qui se passe. Non, c'est encore et toujours les résultats. Revenus, coûts, profitabilité. Et c'est bien normal. Puisque Dexia, comme la plupart des grandes banques en Europe, est une banque actionnariale. Une société actionnariale. Je vais décrire un petit peu les dessins pour toutes les personnes qui sont derrière. Je suis désolée que ce soit si bas. Mais donc une banque actionnariale, c'est une banque qui est donc détenue par des actionnaires, qui sont ses propriétaires. Ces actionnaires nomment un conseil d'administration pour les représenter, pour représenter leur intérêt d'actionnaire. Ce conseil d'administration lui-même supervise, nomme un comité de direction qui va s'occuper de la gestion des affaires de la société, donc en l'occurrence de la banque. Et ce comité de direction, donc en général une jolie brochette d'encravaté, masculin, a pour mission de diffuser les objectifs des actionnaires et du conseil d'administration dans l'entièreté de l'organisation. Rien de tellement nouveau sous le soleil. Et en fait, ce qu'on demande, et ce que les actionnaires demandent, est très simple. C'est une arithmétique tout à fait basique. Il s'agit de maximiser le profit qui est généré par la banque. Et pour maximiser le profit qui est généré par la banque, c'est facile. Il faut maximiser les revenus. Donc en gros, il faut que l'entreprise crache des revenus. Donc on va vendre au maximum, on va faire de la publicité, on va s'assurer de pouvoir développer un maximum d'activités, on va pousser les règles au maximum pour pouvoir développer ces activités. Il faut bien sûr minimiser les coûts. Alors, premier poste de coût, bien entendu, le personnel, mais aussi d'autres coûts. Minimiser les coûts, tout ça pour arriver à une maximisation des profits. Que les choses aillent bien ou qu'elles aillent mal. Et pourquoi est-ce qu'on maximise les profits ? Que sont ces profits ? C'est ce que là j'ai appelé le gâteau des actionnaires. C'est ce que le conseil d'administration va analyser à la fin de chaque année, regarder quelle taille fait le gâteau des actionnaires et décider quelle part, avec l'Assemblée générale, qui est la représentation des actionnaires, quelle part sera redistribuée aux actionnaires. Donc ici, on est sur des proportions tout à fait réalistes. À peu près 60% des profits générés reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. Quelle part sera redistribuée pour féliciter le comité de direction ainsi que les équipes de direction de leur bon travail dans le respect des objectifs des actionnaires, représentés par le conseil d'administration. Et bien, donc ça sous forme de bonus. Et puis le reste, ce sera utilisé pour renforcer la solidité de l'entreprise, pour faire un certain nombre d'investissements, éventuellement pour recruter plus de monde, éventuellement pour augmenter les salaires. Voilà. Mais donc, c'est particulièrement important encore aujourd'hui de regarder tout ça parce que vous comprenez bien, on a un problème de notoriété chez Dexia ce jour-là. On a un problème de notoriété. S'il y a panique, les clients vont s'en aller. Il faut absolument que tout le monde soit certain, convaincu, qu'on arrive à convaincre que cette boutique tient bon, que les clients ne s'en aillent pas. Et ça passe par les médias. Et ça passe aussi par conforter la direction générale de la banque dans l'idée que les choses sont sous contrôle. C'est à ça qu'on est occupé aujourd'hui avec la direction de la banque privée. Je répète juste, avant de reprendre ma réunion, que vous pouvez encore peut-être vous installer devant en tailleur. Il y a quelques places, 4-5 pour les personnes qui ne voient vraiment rien.
Alors, oui, le point sur Monaco. Bon, je serai relativement brève, hein, vous en avez déjà entendu parler. Le comité de direction a décidé de maintenir la soirée inaugurale de la filiale monégasque. Et ça, malgré les circonstances actuelles. Pardon. C'est une nouvelle qu'on a reçue d'Hugo ce matin, donc business as usual. Alors c'est plutôt bon signe, à la fois pour les clients, et puis en interne pour les équipes. Excusez-moi. Bienvenue. Donc, maintien de cette inauguration de la filiale monégasque, donc plutôt bon signe, comme je disais, pour les clients, mais également pour les équipes. Alors, c'est Dirk qui représentera la direction sur place. On avance donc, mais discrétion. Pas d'invitation presse, pas de signalisation à l'extérieur de l'hôtel. On fait ça profil bas, quoi. Voilà. Vous avez bien la déco ? Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est la salle du conseil d'administration et du comité de direction de Dexia à l'époque, place Rogier à Bruxelles. Et costume ? C'est pas mal, hein ? Ça crispe un peu quand même. Mais... Alors figurez-vous que c'était mon préféré quand j'étais à la banque. Et je me suis demandé, en le ressortant de mes armoires, puisque je ne m'en sers plus depuis quelques années, pourquoi c'était mon préféré en préparant cette conférence gesticulée. Et en fait, je me suis dit, c'est tout con, hein, c'est celui qui ressemble le plus à un costard d'homme. C'est celui qui me permettait le plus d'être passé incognito, en tout cas de rentrer dans le moule, dans ce milieu extrêmement masculin. Rempli de Michel, Dirk, Hugo, etc., etc. Mais bon, je ne l'ai pas mis comme ça, naturellement. J'étais pas spécialement réfractaire, mais bon, ça ne m'était pas vraiment venu à l'idée quand j'ai commencé à la banque de m'acheter un costard. En fait, il y a eu un petit épisode, un petit incident qui s'est produit au tout début où je travaillais à la banque. Les quelques premières semaines ou premiers mois, je travaillais à la direction des ressources humaines. Avez-vous une préférence sur la cravate ? Alors on me dit rouge, là, la rouge à rayures. Vous êtes plutôt classique, hein ? Ouais, attends, hop là. T'as vu ? Pas mal, hein ? Monsieur le directeur. Aline, bonjour. Entre donc. Alors, comment vas-tu ? Ça se passe bien ces premières semaines à la direction des ressources humaines ? Oui ? Écoute, de notre côté aussi, on est très content de ton travail. J'entends que des très bons échos, visiblement bonne intégration dans les équipes. On est tous ravis. Alors, bon, la raison pour laquelle je voulais te voir quand même aujourd'hui, c'est qu'on m'a fait état d'un petit incident qui s'est produit hier. Ne t'inquiète pas, rien de grave, ce sera très facile à résoudre. Oui, c'est Christelle, donc ta responsable, m'a dit qu'hier, elle t'avait demandé de la remplacer au pied levé pour une réunion avec un des directeurs de la salle des marchés et que tu avais préféré ne pas y aller parce que tu ne te sentais pas dans une tenue appropriée. C'est ça ? Oui ? Bon. Écoute, je pense que c'est assez simple. Hein. Le mieux, c'est que tu t'équipes hein, dans les prochains jours, quelques tenues... veste, costume, voilà. Ce serait quand même dommage que ça t'empêche d'évoluer dans notre entreprise. Voilà, écoute, on se voit tout à l'heure à la réunion d'équipe.
Allez, à tout à l'heure. Et voilà qui était fait. Alors, grâce à ce costume, sans la cravate, j'ai progressé dans la banque. Alors, c'est pas que le costume. J'ai un peu travaillé aussi. J'ai accepté de jouer le jeu. Et puis c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée à Monaco. Alors, il faut des bonnes raisons pour aller à Monaco. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont déjà mis les pieds à Monaco. Ah, personne ne veut se dénoncer. Bon, alors Monaco. Moi, j'y ai été dans d'assez bonnes conditions parce que je voyageais avec un des directeurs de la banque. Et donc, on est parti en avion jusqu'à Nice, depuis Bruxelles. Et puis ensuite, de Nice à Monaco, on a pris l'hélicoptère. C'était trop bien. Et alors, quand on passe en hélicoptère sur la côte entre Nice et Monaco, franchement, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très beau. Ça ne dure pas très longtemps, par contre, le trajet est rapide. L'arrivée à Monaco, c'est impressionnant quand même. Hein. Ce paquet de ciment, comme ça, d'immeubles. C'est moche. Hein. Si j'avais des sous, j'irais pas vivre à Monaco, personnellement. Enfin bon, bref. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens fortunés qui vivent à Monaco et c'est la raison pour laquelle on faisait cette soirée inaugurale de la filiale de Dexia à Monaco, Dexia Banque Privée. La soirée se passe dans un superbe hôtel monégasque, le plus bel hôtel de Monaco, l'hôtel de Paris. Dans une grande salle avec des dorures, des lustres, vous voyez, des grands lustres comme ça. Superbe. Dîner placé, table ronde. On m'avait mis à côté d'un conseiller du prince. Je suppose pour que je lui fasse la conversation. Ce que j'ai fait, très poliment. Il y avait tout un tas de clients potentiels, d'officiels, des gens de la banque. Et la soirée se déroule tranquillement, sans accroc particulier. Plutôt bien d'ailleurs. D'aucuns diraient une véritable réussite. Le lendemain, je repars donc à Bruxelles. Je prends ma petite valise, mes petites affaires, je remonte dans mon avion. J'arrive à Bruxelles, à la gare du Nord. Je fais le trajet qui sépare la gare du Nord de la place Rogier, où se trouve la tour Dexia, 200 mètres. Et j'arrive dans cette tour. Alors, c'est très minéral, l'ambiance. Hein. Vous voyez les grandes tours avec au sol du marbre, des murs en verre, du métal, du blanc. Puis il y a les tourniquets pour passer avec son petit badge. Pip. On arrive dans la tour des ascenseurs. Elle fait 30 et quelques étages, la tour. Donc moi, je vais jusqu'au 30e étage. Ding. Je rentre dans le couloir. Feutré, moquette. On entend juste le de la climatisation. Et puis, en haut de la tour, au 30e étage donc, les murs étant tout en verre, déjà c'est très lumineux, c'est très beau, on voit Bruxelles de haut, et ça paraît paisible. C'est magnifique, parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres en haut des tours. Donc on n'a pas le bruit de la ville. Tout est paisible. Et donc, première chose que je fais en arrivant, c'est comme toute bonne employée qui revient de mission à l'étranger, qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir le boss pour lui donner compte rendu de comment ça s'est super bien passé. Je passe la porte. Et là, alors que j'avais un boss que j'aimais beaucoup, notamment pour sa jovialité, c'était un type particulièrement sympathique et drôle, je vois un bonhomme avec une tronche jusque par terre. Visiblement, ça n'allait pas du tout. Et la raison pour laquelle ça n'allait pas du tout, c'est que sur son bureau, il y avait ça. Alors, c'est un titre en néerlandais. Ce qu'il veut dire, c'est une citation, visiblement, de quelqu'un qui a dit « Aujourd'hui, nous pouvons encore fêter, mais demain, ce ne sera peut-être plus le cas. » En gros, la banque avait été prise la main dans le pot de Nutella. Alors, à ce moment-là, je me suis dit que quelque chose avait fondamentalement changé. Que dans la banque, on n'allait plus pouvoir continuer à faire nos petites affaires à l'abri des regards.
que c'était devenu un sujet d'intérêt public. À cause des sauvetages, tout le monde regardait ce que faisaient les banques. Et tout d'un coup, ce genre de choses devenait insupportable. Comment accepter que des inaugurations en fanfare dans des lieux ultra luxueux se fassent quelques jours après un sauvetage public avec de l'argent public, du coup? Bon, il n'y a pas eu le tremblement que je pensais voir arriver. Une autre raison pour laquelle j'aimais bien mon boss, à part sa jovialité, c'était qu'il avait compris un petit peu ma fibre écolo, sociale. Et donc il m'avait laissé m'occuper un petit peu de sujets en rapport avec le développement durable. La promotion de produits financiers durables. La promotion de tout un tas de pratiques durables au sein de l'entreprise, en tout cas de la direction commerciale qui était sous sa responsabilité. Moi, j'y croyais vraiment au développement durable. Et donc, j'ai travaillé avec cœur sur ces sujets-là. J'ai travaillé sur le rapport développement durable de la banque aussi. Grand exercice de communication où on en fait des tartines sur les ampoules écolo dans les agences. Mais bon, à force de travailler là-dessus, quand même, quelques mois, je me disais, il y a quand même quelque chose, ça coince un peu, quoi. Je ne sens pas les choses réellement avancer. Puis il y a eu un jour un peu fatal. Ça faisait déjà quelques mois que mon boss avait été viré et remplacé par un autre, et qu'un nouveau directeur avait été parachuté à la tête de Dexia, un ami de Nicolas Sarkozy, du nom de Pierre Mariani, un homme charmant. Et ce monsieur avait décidé d'organiser une réunion des employés de la holding de Dexia, dont je faisais partie. Et donc on était reçus dans un grand amphithéâtre, et monsieur Mariani nous expliquait la situation de la banque. Et donc il nous explique ça. Et à l'époque, je n'étais pas hyper à l'aise pour parler en public. Et donc ça m'a demandé certains efforts pour me dire « Vas-y, pose ta question ». Et me lancer. Et donc devant tout le monde, devant mes petits collègues, j'ai pris mon courage à deux mains. Oui, mademoiselle ? Oui, bonjour, monsieur Mariani. Merci pour votre présentation de la situation. Alors, moi, j'avais une question, en fait, concernant la politique de la banque et les opportunités de développement futures. Étant donné que nous avons largement perdu la confiance des clients, en tout cas, la notoriété de Dexia est fortement écornée dans le public. Étant donné que, par ailleurs, la banque se dit banque du développement durable depuis plusieurs années, qu'elle est la banque des collectivités publiques également, étant donné l'engouement généralisé pour ce type de sujet dans la population, je me demandais s'il ne serait pas opportun, quitte à parler de transformation de la banque, de véritablement prendre ce sujet à bras-le-corps et en faire l'objectif premier de la banque Dexia et devenir réellement la banque du développement durable. Alors le type m'a regardé comme si j'avais pas pris mes cachets. Écoutez, mademoiselle, je pense que vous n'avez pas bien compris l'ampleur de la situation. Et le développement durable, on n'a vraiment pas le temps pour ça. Bon, ben... ok. En tout cas, c'était très clair. Alors on était fin 2008, début 2009, par là. J'ai encore mis quelques temps à quitter la banque. Mais en tout cas, pour moi, c'était clair qu'il était vraiment, vraiment, vraiment temps de partir. Ça faisait quelques années que ça se fissurait dans ma tête, que je me disais qu'il fallait que je change de place dans la société. Mais là, c'était clair. Alors, le truc, c'est que ça faisait déjà pas mal d'années que je travaillais à la banque. Et finalement, c'est pas si facile de partir. C'est pas si facile de quitter un certain confort matériel. C'est pas si facile de faire tout valser et de dire moi, toutes mes années d'études, ce que j'ai appris à HEC, ce que j'ai fait de mes, à l'époque, 7 ans de travail, j'envoie tout valdinguer.
Parce qu'on bénéficie d'un renforcement positif énorme, en fait, quand on est dans ce genre de situation. Moi, mes parents, ils étaient super fiers. J'avais réussi mes études, j'avais un bon poste, je vivais bien. Et puis l'entourage aussi. Alors, c'est pas facile de partir. Et puis partir pour aller où? Parce que à cette époque-là, pour aller travailler dans une autre banque, je voyais pas trop le délire. Et puis pour trouver du boulot, globalement, en 2009, 2010, c'était pas la fête non plus. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je trouvais pas ma porte de sortie, quoi. Puis bon, quand on a fait HEC, en vérité, on sait pas faire grand-chose. À part se débrouiller à peu près en toutes circonstances dans des bureaux. Et donc voilà, j'ai été prise là-dedans pendant un certain temps. Et finalement, il s'est passé un truc formidable. J'ai été en congé maternité, j'ai eu un enfant. Et puis, pendant ce congé maternité, un ami est venu me trouver qui travaillait dans une ONG à Bruxelles, sur le lobby. Et il me dit, écoute, il y a eu un appel qui vient d'être lancé par des parlementaires européens, tous bords confondus, pour la création d'une association qui s'appelle Finance Watch, qui va s'appeler Finance Watch. Je pense que ça va t'intéresser. J'ai regardé le projet, je me suis dit, ouais, carrément. J'avais trouvé ma porte de sortie. J'avais décidé qu'après mon congé maternité, ce serait là-bas que j'irais. Ça a pris un tout petit peu de temps, mais... En août 2011, je me suis attelée à préparer ma lettre de motivation pour rentrer chez Finance Watch. Alors, job opportunity. Donc le job, c'était researcher for Finance Watch. Alors, le secrétaire général est français, mais on va s'écrire en anglais. Hein. La langue de la finance. Bon, alors, les inconvénients du direct, là, je trouve plus mon texte maintenant. Voilà. Alors, voilà. Dear Sir, I had the pleasure to discover the job opportunity for a senior research analyst position while recently visiting your internet site. Il faut faire toujours un peu de la lèche. Alors, tant la description de fonction que le profil requis me font penser que je remplirai les objectifs de votre organisation et pourrai contribuer efficacement à sa mission. Tadana, mon travail récent, Voilà. Ah, important de dire ça. Pendant tout un temps, j'ai cru qu'il était possible de changer les choses de l'intérieur. Par exemple, en promouvant le développement durable. Et même si j'ai rencontré un certain intérêt au plus haut niveau de la banque, les impacts m'ont paru largement trop limités. Bon, l'automne 2008 a été un moment charnière. Voilà. I hope to have the opportunity to further develop my motivation during an interview. With my best regards. Voilà, le CV. Bon, HEC, 9 ans de banque, il faudrait que je mette des trucs qui font un peu ONG quand même. Ah oui, bah si, j'ai été bénévole dans une association d'aide au développement au Luxembourg et j'ai même la dernière année été membre du conseil d'administration. Voilà. Je suis abonnée au Monde diplomatique. Et j'aime les voyages en sac à dos. Voilà. Eh bien, c'est parti. Et donc, j'ai tombé au costard. Alors, la première chose que j'ai faite quand je suis sortie de Dexia, parce que je suis finalement sortie de Dexia, j'ai envoyé ma candidature chez Finance Watch. Je n'ai pas eu le boulot tout de suite. Mais quelques mois plus tard, je partais de Dexia. Moi, la porte de sortie, je l'avais trouvée. Et je savais que j'allais avoir ce boulot. Je les ai harcelés tous les mois pendant
presque un an. La première chose que j'ai fait quand j'ai quitté Dexia, c'était en janvier 2012, que j'ai été libérée, j'ai cherché à rejoindre des groupes militants. Il y avait une organisation que j'aimais bien en particulier qui s'appelle le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM. Et la raison pour laquelle je m'intéressais particulièrement à cette organisation, c'est que c'est une organisation qui travaille sur la dette publique. Et que la dette publique, en Europe occidentale, elle en avait pris un sacré coup depuis les sauvetages bancaires. Et je me disais qu'ils allaient toucher au cœur du problème. Leur sujet, c'était de dire qu'il y a des dettes qui sont illégitimes, sauf que c'est toute la population qui doit les payer. Et ils remettent en question ce dogme-là. Alors j'ai voulu les rejoindre et du coup j'étais sur le site internet du CADTM et j'ai cherché un contact à Bruxelles. J'ai vu qu'il y avait un groupe local, un genre de filiale à Bruxelles. J'ai écrit à une certaine Christine qui avait laissé son mail sur le site internet du CADTM. Et je lui ai écrit en lui disant que j'avais vraiment très envie de participer au travail de cette organisation et que je sortais de la banque tout fraîchement. Et voilà. Puis j'ai attendu. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un mail de Christine qui me disait « Chère Aline, nous serions ravis de vous accueillir à notre prochaine réunion de la locale du CADTM de Bruxelles qui se tiendra dans une dizaine de jours. Je vous tiendrai informé du lieu de la réunion. » Youpi. 10 jours plus tard, je vais à la réunion de la locale du CADTM à l'adresse donnée. Alors c'était dans une maison, une colocation au rez-de-chaussée, dans le salon. J'arrive, il y avait une dizaine de personnes réunies autour d'une table basse, assises sur des canapés, des coussins, qui causaient de dette publique et crise financière. J'ai trouvé ça fabuleux. Parce que tout d'un coup, ça m'avait vraiment sorti de la solitude que je ressentais parfois dans les dîners entre amis ou en famille, où je venais raconter ce qui me préoccupait, la finance, les banques, les sauvetages, la crise financière, les échanges internationaux, commerciaux, les accords de libre-échange, enfin tout ça, ça me dépassait, quoi. Et j'avais besoin de le partager. Mais parfois, on me répondait « T'as pas plutôt envie de nous raconter tes dernières vacances hein ?» Et le truc le plus magnifique, c'est que à l'issue de cette réunion de la locale du CADTM, ils m'ont confié une mission. Et j'étais assez contente parce que bon, ils auraient pu être assez dubitatifs sur ce qu'une ancienne banquière de la banque qui venait d'exploser, qui coûtait une blinde, qu'ils étaient en train de poursuivre en justice d'ailleurs, arrivait là, bon, non. Ils m'ont dit tu pourrais pas nous expliquer ce que c'est qu'une banque ? Parce que, bon, nous, on voit bien là que ça va pas, mais il y a des choses, ça nous échappe. Je dis, ouais, d'accord, cool, je vais faire ça. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une banque. Ouais, mais sauf que, en fait, j'avais rien compris. Parce qu'à force d'avoir le nez là-dedans, et là-dedans, à regarder les revenus, les coûts, les profits, on ne comprend pas l'essence d'une banque. Une banque, ce n'est pas un PNL, ce n'est pas un compte de résultat. Une banque, c'est un bilan. Une banque, c'est une entreprise qui crée de l'argent à chaque fois qu'elle octroie des crédits. C'est une entreprise qui a un pouvoir énorme de multiplier, de s'endetter dans des proportions hallucinantes pour mettre de l'argent en circulation et qui a le pouvoir de décider qui en aura et qui n'en aura pas. Mais bon, ça, je l'ai découvert en faisant ma petite recherche. Alors au début, j'avais commencé à faire un PowerPoint. Je me suis dit que ça allait être un petit peu embêtant. Et j'ai finalement utilisé des jetons de poker pour le faire. Alors je ne vais pas vous faire l'animation que j'ai développée pour eux et elles à ce moment-là, mais disons que ça, c'est le capital de la banque, ce jeton de poker.
ben, la banque, elle peut octroyer tout ça de crédit. Alors, qu'est-ce qui veut un crédit? Oh, waouh! Ouais? Pour faire quoi? Ouais. Alors, ça va être quoi comme entreprise? Une entreprise de pain surprise. De pain surprise, d'accord. Vous avez de l'expérience dans la restauration? D'accord. Bah, très bien. Vous avez fait un business plan? Ouais. Ça se tient, rentabilité, etc. Vous avez une associée, très bien. Bon. Et bon réseau, etc. D'accord. Bon, on va falloir apporter un certain nombre de garanties, hein, parce que vous savez que les créations d'entreprises, c'est beaucoup de risques pour la banque. Mais bon, après analyse de votre dossier, il semblerait que ce soit d'accord. Hein. Voilà. Félicitations. Alors, un autre projet? Madame? Ah bah écoutez, madame, pour ça, va falloir travailler. Hein. C'est pas la banque qui peut financer ce genre de truc. Ou alors aller voir peut-être chez CTLM, je ne sais pas. Ils ont peut-être étendu leurs conditions. Acheter une maison? Oui. Bon, alors vos revenus. Vous avez un CDI? D'accord. Bon, ça va, on s'adapte aussi hein, à l'évolution du marché de l'emploi. Vous avez un apport, je suppose? Oui, un apport. Bon, très bien. À une proportion suffisante. Bon, bah, très bien. Écoutez, je pense que les affaires sont faites. Alors, un projet ambitieux. J'ai tout ça à distribuer, moi. Hein. Non? Oui, monsieur? Tout de suite, le gros bâtard. Bon, disons, ça fait partie de l'expansion d'une grosse entreprise, je suppose. Oui. Bon, assurez-vous tout de même au niveau légal que tout est couvert, hein, parce que bon, les cas juridiques, je vous avoue qu'on n'aime pas trop ça, on en a déjà eu quelques-uns. Et après, bon, il faut éponger les pertes, expliquer ça aux actionnaires, c'est un petit peu compliqué, vous comprenez. Puis ça fait des pages médiatiques, hein, pas toujours des plus reluisantes. Bon, écoutez, on a bien analysé votre affaire. Il semblerait que ça peut fonctionner. Monsieur. J'ai un vélo, je vais être auto-entrepreneur. Félicitations. Voilà. Bah, très bien. Il y a peut-être des aides publiques pour l'auto-entreprise. Vous devriez voir du côté des subventions. Bon, on va arrêter là? Non? Une dernière? Une dernière. Non, bah, ça, c'est pas la banque qui va pouvoir résoudre votre problème, madame. Voilà, enfin bon, ce petit jeu, juste pour vous montrer. Le pouvoir que j'ai là, avec mes petits jetons, il est quand même énorme. Je vais décider, avec mes critères de décision à moi, qui va avoir de l'argent et qui n'en aurait pas. Quels projets vont pouvoir voir le jour et lesquels vont devoir trouver d'autres moyens qui sont autrement plus limités. Et c'est ça que j'ai compris en répondant à la question de ces militants et de ces militantes. Qu'il y avait vraiment quelque chose de fondamental dans ce que font les banques. Alors finalement, j'ai eu le job chez Finance Watch. C'était à l'automne 2012. Et à l'automne 2012, il y avait un gros sujet qui se discutait à Bruxelles quand on parlait de réglementation financière. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Finance Watch, c'était une ONG, nouvellement créée donc, qui a pour objectif d'agir comme un lobby citoyen. Donc c'est un lobby qui travaille à Bruxelles selon les mêmes méthodes de lobbying que les banques et le secteur financier et toutes les autres entreprises, qui va parler aux parlementaires, aux membres de la commission et à d'autres personnes qui comptent, pour les convaincre du bien fondé de telle ou telle mention dans un texte de loi, mais du point de vue de l'intérêt général. Clairement, en sortant de Dexia, moi j'étais persuadée que c'était là qu'il fallait aller, parce que ça ne pouvait pas changer de l'intérieur, donc il fallait changer le cadre dans lequel opéraient ces banques, imposer des changements par les règles. Et donc, je le disais, à l'automne 2012, le sujet à la mode, c'était la séparation des activités bancaires. Ça avait été un gros sujet de campagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, notre ennemi, c'est mon ennemi, c'est la finance, tout ça. Une des mesures numéro 1, séparation des activités bancaires.
Au niveau européen, il y avait un groupe d'experts de haut niveau, c'est authentique, un groupe d'experts de haut niveau qui avait travaillé sur le sujet pendant plusieurs mois, qui avait sorti un rapport, le rapport Liikanen, très étoffé, qui apportait un certain nombre de conclusions en faveur d'une séparation relativement ambitieuse des activités bancaires, etc., etc. Alors, c'est quoi la séparation des activités bancaires ? Les grosses banques qu'on connaît aujourd'hui, comme les grosses banques françaises, comme la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole ou le groupe Banque Populaire, Caisse d'épargne avec Natixis, sont des banques qui combinent deux grands types d'activités. Le premier, c'est les banques qu'on utilise tous les jours, banques commerciales, donc les dépôts, la conservation de notre épargne, les crédits, les systèmes de paiement. Et puis, l'autre partie de l'activité, c'est les activités sur les marchés financiers. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais c'est la partie la plus grosse quand on regarde le bilan des banques. Et donc tout l'enjeu, c'est de séparer ces deux types d'activités. Alors, poussez les cravates là. Qu'est-ce qu'elle fait une banque ? Donc, je disais, elle conserve les dépôts. Donc il y a les dépôts, on va dire, ils sont comme ça. Ça, c'est l'épargne. Il y a le capital des actionnaire. Il est là. Et donc en face, il y a quoi ? Les crédits. Alors les crédits sont à peu près comme ça. Voilà les crédits. Alors là, il manque un petit bout pour que ce soit égal. Donc on va emprunter, la banque va emprunter. Mais en fait, elle a aussi toutes les autres activités, les activités de marché. Et pour développer ces activités-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle emprunte plus. Donc ça, c'est la dette de la banque, c'est ses emprunts. Et puis avec ça, elle fait ses activités sur les marchés financiers. Et donc là-dedans, il y a quoi ? Il y a des titres financiers et des produits dérivés. Le sujet, le premier, c'est qui détient la dette ici ? Qui prête à la banque ? Alors j'ai mal fait mon schéma parce que je l'ai trop collé à droite. Mais qui prête à la banque, c'est... Est-ce que vous avez une idée ? D'autres banques. Donc il y a plein d'autres banques qui prêtent à la banque. Banque centrale, un petit peu. C'est pas énorme. Les fonds de pension, oui. Fonds de pension. Il y a d'autres types de fonds aussi. Les SICAV, vous connaissez les SICAV ? Les fonds monétaires. Tout un tas de types de fonds. Voilà. Ça, c'est des sociétés d'assurance aussi. Des hedge funds. J'aime bien les hedge funds, les banques. Ça, c'est les personnes qui financent la banque. Cette activité-ci sur les marchés financiers, elle fait comme les marchés financiers. Elle fait comme ça. Ça boum, ça craque, ça boum, ça craque. Normal. Les marchés financiers. Celle-ci, elle fait comme ça, en fonction de ce qu'on produit, quoi. Ça monte, ça descend, mais bon, ça suit le rythme de notre production en tant qu'humain, quoi. Ce qu'on est capable d'extraire, de fabriquer, de distribuer, de vendre. Du coup, ici, quand il y a des pertes, même si elles ne sont pas énormes, quand il y a des pertes, elles sont vite énormes, mais même si elles ne sont pas énormes sur la totalité, elles peuvent vite représenter beaucoup. En gros, si ici il y a des pertes, qui est-ce qui ne va pas être remboursé ? Ce n'est pas les gens qui ont prêté, ils ont des contrats. Et dans les contrats, il est mis qu'à telle échéance, ils vont être remboursés. Ce n'est pas non plus les épargnants, protégés. On ne prend pas dans l'argent des épargnants. C'est les actionnaires. Ils sont là pour ça. Ils prennent les profits, ils prennent aussi les pertes. Oui, mais le problème, c'est que ça, si je reporte cette largeur ici, sur le capital, le capital, il n'y en a presque plus. Et comme les banques, elles ont tendance à détenir le minimum de capital demandé par la loi, très vite, en ayant une perte comme ça, elles se retrouvent en faillite. Et c'est ça qui s'est passé avec la crise financière.
Et donc, l'objectif de la séparation des activités bancaires, c'est de dire, eh ben non, quand vous avez cette activité-là, parce que c'est pour ça qu'on les a sauvés. La banque se retrouve en faillite, elle est sauvée par les pouvoirs publics, parce qu'il faut sauver ça. Sinon, ça ne marche plus. Sinon, on n'a plus accès à nos comptes, sinon on ne peut plus faire nos paiements pour acheter à bouffer, pour se payer un loyer, pour vivre, quoi. Et donc, on a sauvé tout ça parce que c'était une seule et même entité. Et donc, tout l'enjeu de la séparation des banques, c'est de dire, voilà, quand on fait ça, on ne peut pas faire ça. C'est fait dans des entités séparées. Alors, vers le mois d'octobre, novembre 2012, un jour, j'arrive au bureau chez Finance Watch et le secrétaire général me dit « Tiens, tu veux prendre un café ?» Il était tôt pour une fois. J'étais à l'heure. Et donc, il me propose de lire un document qu'il venait de recevoir, que je vais retrouver, qui est la proposition de loi française. Alors, je vais vous la lire. Elle venait tout juste d'être fuitée en fait, par Bloomberg. Et on s'est dit qu'on allait regarder ça ensemble. Vous allez voir, c'est croustillant. Proposition de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Document donc de travail de Pierre Moscovici à l'époque. Titre premier. Oh, ça va pas aller la voix là. Excusez-moi. Titre premier. Séparation des activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives. Ça se voit pas trop, mais déjà là, il y a un problème. Mais passons. Article 1er, considération juridique. Article 2. Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflit d'intérêts avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit, les banques donc, d'effectuer, autrement que par l'intermédiaire de filiales dédiées à ces activités, les opérations suivantes. C'est pas fini. Les activités de négociation sur instruments financiers, à l'exception des activités relatives à la fourniture de services d'investissement à la clientèle, B, à la compensation d'instruments financiers, C, à la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe, D, à la tenue de marché, C, E, à la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe, F, aux opérations d'investissement du groupe. Il est interdit, sauf ça. Ce texte avait été écrit par des gens qui travaillent dans des banques. Il fallait une assez bonne connaissance de l'activité pour pouvoir détailler ces activités-là, les exclure et faire croire qu'il allait rester quelque chose. Alors à l'Assemblée nationale, ils n'étaient quand même pas complètement neuneux. Ils ont posé des questions. Ils ont interrogé notamment les patrons des 3 grosses banques françaises. Et leur ont demandé, avec conviction, on avait parlé un petit peu avec eux chez Finance Watch quand même à l'époque, parce qu'après cette histoire-là, on s'est dit, mais ils se foutent de la... Hein, ils se foutent de qui? Avec leur proposition de loi, qui ne sépare rien. Donc il y avait eu des auditions à l'Assemblée nationale, on avait remis un certain nombre d'arguments, et puis donc il y a l'audition des 3 grands banquiers français. Et pendant cette audition, les parlementaires ont demandé aux présidents directeurs généraux de ces 3 banques quel sera l'impact de cette loi sur vos activités. Frédéric Oudéa, président directeur général de la Société Générale, a répondu bleu, 2%. Waouh 2%. Donc ça. Eh bien, la loi a tout de même été votée. Et en plus, le gouvernement s'en est félicité. Et beaucoup de gens en France croient qu'il y a une loi de séparation bancaire. Oui, sauf que les banques, elles n'ont pas du tout changé de tête. Elles sont exactement les mêmes. Et que les risques qu'elles représentent sont toujours là. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont gagné, les banques? Parce qu'elles ont gagné en France, elles ont gagné en Allemagne, elles ont gagné en Europe,
au niveau européen, le projet très ambitieux de l'Europe, de loi de séparation bancaire, a été petit à petit savonné complètement par les Français, en premier lieu l'État français, mais aussi les banques françaises, et par les Allemands. Ils ont mis le paquet, et il y a 2-3 semaines, le projet a définitivement été enterré par la Commission européenne. Dans le silence le plus absolu. Bzzz. Alors pourquoi est-ce qu'elles se sont battues comme des dingues contre cette loi? Bon, il y a pas mal de raisons, mais la raison principale, il me semble, a été établie par un groupe de recherche qui a travaillé pour un groupe politique, les Verts, à Bruxelles. Cette recherche établit que, en utilisant tout un tas de méthodes différentes, les banques, qui répondent à ce schéma, les grandes banques universelles, bénéficient d'une subvention implicite pour leurs activités. Cette subvention implicite, c'est quoi? C'est le fait de savoir, en tant qu'investisseur, que si la banque fait faillite, elle sera sauvée par les pouvoirs publics. Et donc, on applique une décote au taux qui est appliqué ici. C'est-à-dire que la banque peut emprunter moins cher. Et comme ça, se faire plus de bénéfices. Subvention implicite, parce que, en fait, si la banque calanche, elle est sauvée, et les sauvetages, ils ont matérialisé cette subvention. Mais le plus important qui est établi par ce rapport, c'est que le montant de cette subvention est au moins égal au profit généré par ces banques. Alors forcément qu'elles n'allaient pas lâcher le morceau comme ça. Mais bon, la question c'est qu'est-ce qu'il y avait en face? Alors au niveau législatif, le problème, selon moi, c'est que les banques, les lois, elles sont vraiment faites pour une participation experte. Est-ce que quelqu'un ici a déjà répondu à une consultation publique de la Commission européenne? Oui. Une personne. Donc, ce sont des consultations publiques. C'est le moment charnière dans le processus législatif européen où on consulte la population. Personne n'est au courant. Non seulement personne n'est au courant, mais si en plus vous ouvrez une consultation publique, notamment sur une réglementation bancaire et financière, je vous mets au défi d'y comprendre quelque chose. Bon, déjà, il faut parfaitement maîtriser l'anglais, parce que ce n'est pas traduit dans toutes les langues. Les résumés sont traduits, mais pas toutes les questions. Ensuite, il faut connaître le langage financier. La Commission attend des voix expertes. Alors, c'est qui les experts? Eh oui, c'est les banques. Bah oui, c'est les premières concernées, c'est elles qui savent ce qu'elles font. Il y a des chercheurs des États-Unis qui ont fait un travail de dingue. Ils ont analysé 14 000 réponses à des consultations publiques en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre, sur le sujet de la finance et d'autres sujets pour pouvoir faire des comparaisons. Ils ont établi que plus de 90... Petit belgicisme... Plus de 90% des réponses obtenues par la Commission européenne sont des réponses formulées par l'industrie intéressée à la réglementation. Le reste des réponses sont fournies par des groupes de consommateurs, des associations, des syndicats et des groupes de recherche dont on ne sait pas très bien s'ils sont, oui ou non, indépendants de l'industrie elle-même. Forcément, le résultat est en leur faveur. Parce qu'il n'y a pas de pondération qui est faite par la Commission, ou pas réellement. Le Parlement européen, c'est pareil, il fait appel aussi à des experts. Alors c'est un tout petit peu plus ouvert, mais pas tellement. Et si vous regardez à Bruxelles, les lobbies financiers, il y a une organisation qui s'appelle Corporate Europe Observatory, qui a publié un rapport qui s'appelle The Firepower of the Financial Lobby, qui établit qu'il y a 1700 lobbyistes en équivalent temps plein qui travaillent pour les intérêts financiers à Bruxelles. Le comité Econ, qui est le comité qui travaille sur les réglementations financières, entre autres, est composé de 80 personnes. À la Commission, les équipes qui travaillent sur la réglementation financière, c'est quelques dizaines de personnes. Ça en fait des experts à voir. Et de l'autre côté,
On s'était compté à l'époque avec Finance Watch et les quelques personnes qui travaillent sur la réglementation financière à Bruxelles, on arrive royalement à une vingtaine. Voilà, voilà. Alors, je me suis un peu représenté les choses parce que, bon, finalement, la réglementation, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde et on est pourtant juste à grenouiller, là, entre 1700, 20, quelques dizaines, enfin voilà. Mais finalement, quand il s'agit de finance et de banque, ça reste une affaire d'experts. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, c'est très bien entretenu par les médias, cette histoire. Parce que chez Finance Watch, je me rappelle qu'on essayait régulièrement de passer la porte des médias généralistes. Et régulièrement, on nous disait ouais, enfin bon, on va faire un petit article, hein, mais vous savez, la finance, les banques, ça passionne pas les foules. Puis si en plus, c'est au niveau européen, alors là... Et donc, c'est discuté dans les médias spécialisés. Financial Times, etc. Bon, bref, donc affaire d'experts. Donc, on est un petit paquet d'experts, là, à discuter entre nous. La bataille est rude à l'intérieur de ce petit cercle. Donc, il y a un petit paquet de gens qui travaillent en dehors du secteur financier, puis là, c'est le secteur financier. Alors, sur le sujet des banques et de la finance, il y a quand même un petit cercle que j'appelle les geeks. Genre des gens qui viennent à des conférences le soir sur la finance, par exemple, qui font des réunions militantes sur le sujet. Ça les passionne. Ils en parlent beaucoup. Et puis, il y a le reste du monde, qui est aussi concerné par le sujet, tout aussi concerné. Mais qui soit évite le sujet, parce que bon, ce que j'ai constaté, qui a été constaté dans des études sociologiques aussi, enfin en tout cas une à laquelle je pense, c'est que la stratégie la plus communément admise sur les banques et la finance, c'est l'évitement. On évite le sujet, on évite les banques, on n'aime pas les banques, on se méfie des banquiers. C'est un peu légitime, je pense. Mais bon, résultat, c'est pas un sujet politique, c'est pas un sujet de débat public. Or, ça concerne tout le monde. On n'a pas de choix que d'avoir un compte bancaire. C'est pas comme d'autres domaines où on peut choisir d'en être ou de pas en être. On peut choisir de manger de la viande ou pas si on est contre les pratiques des abattoirs, par exemple, ou de la traite animale. Les banques, on ne peut pas éviter. Il y a quelques huluberlus qui essayent régulièrement de vivre sans compte bancaire. Franchement, c'est la tannée, quoi. Donc on n'a pas le choix. Les crises financières coûtent des fortunes. Et elles ne coûtent pas des fortunes aux personnes qui les ont créées. Elles coûtent des fortunes à l'ensemble de la population. Je suppose que politique d'austérité, etc., augmentation de la dette publique, diminution des dépenses sociales, en tout genre, ça vous dit quelque chose. Appauvrissement aussi dans beaucoup de pays d'Europe. La Grèce n'est qu'un exemple. Et puis surtout, ce que je disais tout à l'heure, c'est les banques et la finance ont un pouvoir énorme pour définir la façon dont va se dessiner notre société. Elles façonnent le monde dans lequel on vit avec les décisions qu'elles prennent. Elles orientent ce qui va émerger de terre. Et pour ces trois principales raisons, il me semble que c'est un sujet qui concerne véritablement tout le monde, qui est véritablement un sujet universel dans nos sociétés occidentales, bien entendu. Alors peut-être que l'histoire des dernières années nous montre un petit peu des pistes. De 2008, c'était fou quand même. Il fallait absolument réglementer la finance, plus jamais ça, etc. C'était un scandale. Le G20, la Commission européenne, tous les dirigeants du monde, etc. Ils étaient tous d'accord, on allait sévir. 2011, les différentes initiatives étaient en route, mais en 2011, on commençait à voir sérieusement les conséquences de la crise. Perte d'emploi, chômage, les faillites d'entreprises, les plus grandes demandes d'aide sociale, etc., etc. La crise de l'euro aussi. Et donc les politiques ont petit à petit été vers résoudre les conséquences de la crise. Et puis alors en 2014, élection européenne, là c'était carrément le pompon. On ne parlait plus des causes de la crise, on ne parlait plus des conséquences de la crise. On cherchait de l'argent, parce que forcément il n'y en avait plus dans les caisses publiques, vu qu'on avait tout donné aux banques. On cherchait de l'argent pour financer de l'emploi, pour financer les PME, pour financer les infrastructures, pour financer la transition énergétique, pour financer l'aide au développement. Et où est-ce qu'il y en avait de l'argent ?
Dans les poches de la finance, dans les gros fonds d'investissement, dans les banques, chez les personnes fortunées. Et alors qu'en 2008, les États étaient encore debout, et la finance était plutôt à genoux, hein, ils ne faisaient pas les malins. On avait un rapport de force quand même qui aurait pu être favorable à des règles en notre faveur, au plus grand nombre d'entre nous, mais en 2014, le rapport de force, il avait complètement changé. C'était les États qui étaient à terre avec leurs finances complètement à sec, et la finance qui pouvait dicter ces règles. Et finalement, alors que je croyais que c'était le besoin de capital, de capitaux qui faisait la finance, c'est-à-dire parce qu'il y a un projet qui se monte, qui a besoin de sous, eh bien, il va falloir qu'ils convainquent des financiers de venir le financer. En fait, ça se passe à l'envers. L'augmentation des inégalités, la façon dont fonctionnent nos systèmes financiers, en fait, aujourd'hui, il y a trop d'argent. Il y a beaucoup trop d'argent dans ce monde. Et c'est cet argent qui définit l'ordre des choses. Il y a... pardon, je n'allais pas faire le dessin. Ah, mais j'ai préparé le dessin. Voilà. Quand on a un petit paquet de sous, de l'épargne, parce que on a pas mal travaillé, ça y est, on a payé sa maison ou son appartement, et puis il y a des sous dans le compte bancaire. On vous répète à l'envi qu'il ne faut pas laisser votre argent à la banque sur un compte épargne, ça ne rapporte rien du tout. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'investir, le placer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on place, qu'on investit de l'argent dans une banque? On achète des titres financiers. Des titres financiers, c'est quoi? C'est les plus simples, c'est les actions, les obligations, des parts de fonds d'investissement, des SICAV, des choses comme ça. Mais ces titres financiers, ils sont fabriqués avec quoi? C'est quoi ces titres financiers? En fait, c'est des promesses de remboursement de dettes, des obligations, ou c'est des parts d'entreprise, des actions. Et à partir du moment où vous avez ces titres financiers en main, vous attendez d'en sortir un profit. C'est pour ça que vous avez investi. Donc vous attendez que la valeur de ce titre augmente en permanence et que le profit que génère ce titre soit suffisant. Et donc avec quoi sont fabriqués ces titres financiers? Par exemple, c'est des entreprises qui vendent des parts de leurs propriétés, des actions, ou qui vendent leurs dettes, qui vont se financer sur les marchés financiers. Ça peut être des États. C'est d'ailleurs d'abord des États. Des États qui ont besoin d'argent, qui vont lever des fonds dans le public, qui vont émettre des obligations d'État, et puis qui vont emprunter. Ça peut être qu'est-ce que je vais vous mettre maintenant? PME, petites entreprises, qui ont besoin de sous, qui n'ont pas trouvé le financement qu'il leur faut auprès des banques et qui vont donc aller chercher du financement sur les marchés financiers. Bref, qu'est-ce qu'on va demander à ces entités-là? On va leur demander d'être rentables, parce qu'il va falloir qu'elles payent des dividendes. Alors, au bout d'un moment, à force de paiement de dividendes, arrive un petit surplus d'épargne. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit surplus d'épargne? On va faire la même chose. On va le placer, on va investir. On va acheter des titres financiers. Mais il va falloir en créer plus des titres financiers pour pouvoir acheter tout ça, pour pouvoir donner des débouchés à tout cet argent. Alors on va faire des titres financiers avec du logement, par exemple. On va prendre des immeubles, même du logement social, pourquoi pas, finalement. On a besoin de logement social. On va prendre des immeubles, et puis on va en faire des sociétés qui vont avoir des parts, des actions, qu'on va vendre sur les marchés financiers, puis on va dire, tenez, achetez des parts de ce logement social, achetez des parts de cette structure qui a été mise entre vous et le logement social, et vous aurez un rendement. On va demander au logement social d'être rentable. On va demander aux pauvres aussi d'être rentables, tiens, avec le crédit, comment ça s'appelle ? Le microcrédit, là. L'eau, l'eau, pourquoi pas l'eau? Parce que l'eau, en fait, c'est une marchandise, et donc ça peut tout à fait se privatiser. Et puis alors les entreprises qui détiennent l'eau, qui exploitent l'eau, qui nettoient l'eau, qui la distribuent, c'est des entreprises privées qui répondent à ces objectifs, là, et qui vont donc ramener de l'argent. Et donc on va payer quoi? On va demander
à ces titres financiers fabriqués à partir d'entreprises qui exploitent de l'eau et qui la distribuent, de maximiser leur valeur et de générer un maximum de profit pour leurs investisseurs. Et puis tiens, pourquoi pas l'université, l'école ? En Belgique, il y a une université qui s'appelle la VUB, qui a émis récemment des obligations. Ça se passe dans le monde anglo-saxon aussi, des universités qui se financent par des obligations, deviennent des produits financiers. Et alors quoi, on va demander à des universités de devenir rentables ? Et la même chose pour des forêts, pourquoi pas des forêts finalement ? La compensation carbone, il y a des entreprises qui polluent quelque part. Et puis il faut bien compenser cette pollution. Et comment est-ce qu'on fait pour compenser cette pollution ? On fait les gros crados, et puis de l'autre côté, on va acheter des titres financiers qui sont en fait des parts de forêt, qui font plein de superbes oxygène, là, qui compensent les émissions de gaz à effet de serre. Et puis comme ça, tout le monde est content. Mais où est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire ? Parce qu'il va falloir en privatiser des choses pour pouvoir continuer à générer suffisamment de titres financiers. D'autant plus que ça s'accélère. Quand on voit que les pensions, c'est plus des pensions par répartition, où les gens qui travaillent payent les pensions des pensionnés, des personnes à la retraite. C'est des pensions par capitalisation. Et donc on accumule, et qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent ? Troisième pilier, quatrième pilier, épargne pension, on l'appelle en Belgique. On continue à alimenter ce truc-là. À nous assurer contre tout et n'importe quoi, les fonds d'assurance, ils vont là-dedans. À mettre notre excédent d'épargne, tout ça, ça va là-dedans. Les entreprises qui génèrent des quantités de cash astronomiques qu'elles distribuent même plus à leurs actionnaires, elles les accumulent, elles deviennent des fonds d'investissement elles-mêmes. Et ça continue, et ça continue. J'ai finalement décidé de quitter Finance Watch. La raison en étant que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à faire, trouver des liens entre ce qu'on expérimentait au jour le jour, les difficultés à se loger, les difficultés à trouver du boulot, les difficultés à accéder à des études gratuites, difficultés croissantes, les difficultés à préserver un environnement en phase de destruction massive et accélérée. Je me suis dit qu'il fallait créer des liens entre le monde de la finance et ça, comprendre que tout ça est lié, quoi. Et que tant qu'on ne se saisira pas du sujet de la finance et des banques, on ne pourra pas progresser sérieusement sur tous ces enjeux-là. Parce que tout ce qui détruise chaque minute, nous, on va mettre, à ce rythme-là, on va mettre des siècles à le reconstruire et on n'y arrivera pas. Et donc, je suis devenue militante à temps plein. Alors parfois, je vous avoue que c'est pas très facile. On est souvent saisi par le blues du militant. Parce qu'on s'agite énormément, on fait beaucoup de choses, on parle à beaucoup de gens, parfois à quasi personne, parce que nos activités ne ramènent pas toujours du monde. Mais bon, il y a cette espèce de besoin d'agitation permanente, comme un sentiment d'urgence qu'il faut avancer. Mais quand même, il reste cette question. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convaincre ? Pourquoi j'arrive pas à convaincre que c'est une nécessité absolue que de changer ce foutu système-là et d'en sortir ? Est-ce que vous avez vu Cleveland contre Wall Street ? Il y a quelques personnes qui l'ont vu. Je vais les raconter du coup, parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont peut-être pas vu. Bon, je vous préviens, je vais vous spoiler la fin. Mais c'est pas grave, ça vaut quand même le coup de le voir. Donc c'est un film documentaire des États-Unis qui raconte, en tout cas qui filme un procès qui n'a pas vraiment eu lieu, mais qui a eu lieu à travers ce film. Et c'est le procès de la ville de Cleveland. Cleveland, une ville industrielle complètement dévastée par une série de crises, et notamment la dernière crise financière des subprimes, où des gens se sont retrouvés à la chaîne, à la porte de chez eux, parce qu'ils ne pouvaient plus rembourser des crédits abusifs. Donc Cleveland contre Wall Street. Je ne vous fais pas un dessin. Vous voyez de quoi il s'agit. Ce documentaire est édifiant. Il y a un vrai juge, des vrais avocats et avocates,
des vrais témoins, des vrais plaignants, des vraies personnes qui viennent se défendre au nom des banques de Wall Street et qui viennent défendre les banques de Wall Street. Et pendant quasi l'entièreté du film, j'étais convaincue que c'était Cleveland qui allait gagner. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est Wall Street qui a gagné. Enfin, Wall Street n'a pas été condamné par ce tribunal. Et c'était un tribunal avec un jury populaire, comme ils font aux États-Unis. Et en fait, il aurait fallu que 3 personnes minimum, que 2 personnes maximum s'opposent à la condamnation de Wall Street. Or, il y a 3 personnes qui se sont opposées à la condamnation de Wall Street. Et ces 3 personnes ont dit, en substance, il n'y a pas que Wall Street. Il y a aussi les gens, à titre individuel, ils ont pris ces foutus crédits. C'est leur responsabilité. Et puis, il y a aussi l'État, qui a permis à ces banques de faire ça, c'était parfaitement légal. Ils ont bien raison. Et puis, il y a la commune de Cleveland, qui n'a pas protégé les gens contre les évictions. Alors, en fait, tout le monde est responsable. Et du coup, on ne fait rien. J'aurais bien tenté un truc et poussé cette table, mais j'ai peur de faire des bêtises, donc je ne vais pas le faire. C'est qu'il y a des choses qui nous empêchent d'agir sur ce sujet-là. Et je me suis représenté ça par 5 murs. Alors, il y a un premier gros mur, un mur massif. C'est le pouvoir symbolique. Les tours, les costards, le discours, les mots compliqués, vous inquiétez pas, c'est un peu trop compliqué pour vous, mais on va s'en occuper. Pouvoir symbolique, qui nous tient bien éloignés de tout ça. Deuxième mur, le pouvoir institutionnel et les institutions. Ma conclusion de mon expérience chez Finance Watch, c'est qu'il est certes intéressant et important de faire du plaidoyer, mais dans la façon dont sont conçues les institutions aujourd'hui, c'est pas fait pour une participation populaire. On n'attend pas notre avis sur ces sujets-là. Pouvoir institutionnel. Le troisième mur, il est pas mal celui-là. Nos petites complicités. Puisque bien malgré nous, nous sommes intéressés à cette affaire. Ben oui, on a nos économies, on a notre épargne, on a notre fonds de pension, notre retraite, qui dépend de la performance des marchés financiers de plus en plus. Et donc ça devient un petit peu compliqué de contraindre trop, parce qu'après on vous raconte que si on fait telle loi, ça va avoir un impact sur les petits épargnants, on est vraiment désolé. Alors comment on fait pour s'extraire de ça ? Et puis il y a un quatrième mur. Il est pas mal aussi celui-là. Moi, il me fait particulièrement peur. C'est les lois, l'État, la justice, la police, la prison. Parce que quand on commence à se frotter à tout ça, au cœur de la machine, en fait, c'est jamais très très loin. Alors on est obligé d'oser l'illégalité, la désobéissance. Et puis il y a un gouffre aussi devant nous. Et ça, c'est la peur de l'inconnu. Je crois que c'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on fait le jour où tout ça s'écroule ou disparaît ? Est-ce qu'on a pris le temps d'imaginer à quoi ressemble notre monde sans tout ça ? Est-ce qu'on a pris le temps d'imaginer un monde où on arrête de tout mesurer, la moindre performance ? Alors quand on est pris là-dedans, on n'est pas hyper confort. Et c'est le genre de moment où j'aimerais bien voir apparaître comme par magie, comme ça, vous savez, des grandes lettres lumineuses comme il y a à l'entrée des casinos, avec écrit « La solution ». Et c'est le moment où je pense
à la dernière scène du film Fight Club. Vous savez, c'est le moment où ils remettent les compteurs à zéro. Yes, but it's okay. Marla, look at me. I'm really okay. Trust me. Everything's gonna be fine. You met me at a very strange time in my life. Ça fait du bien, non ? Moi, j'aime bien cette ligne d'horizon qui se dégage. Mais bon, il paraît que c'est pas très fair-play de laisser son public entre le désespoir profond et l'option terroriste. Donc, je me suis dit que, vu que vous êtes là, j'allais partager avec vous un certain nombre d'idées. Bon, déjà, le gouffre, là, la peur de l'inconnu. Il faut arrêter avec ça. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Il y a de la science-fiction géniale qui parle de mondes autres possibles. Il n'y a pas que des dystopies, il y a des utopies aussi. Je vais balancer la zone du dehors, là, mais c'est pas spécifiquement sur la finance. Bon, bref, mais est-ce qu'on a pris le temps ? C'est cette question, est-ce qu'on a pris le temps d'imaginer ? Alors, avec une bande d'artistes, on a lancé un truc. C'est un rituel de désenvoûtement de la finance. C'est vachement sérieux. On a déjà fait 4. Hein. Ça cartonne. Hein. C'est génial. L'idée, c'est de symboliser la finance, le pouvoir financier et surtout toute cette logique financière qui s'applique à tout et n'importe quoi et qui nous bouffe nos vies et nos imaginaires. Symboliser tout ce que ça nous prend. Couper symboliquement, après une grande transe collective, le lien entre les deux. Sortir avec une musique entraînante, envoûtante de ce moment de transe collective et aller scander ou afficher des messages qui disent le monde débarrassé de toute cette emprise financière. Je vous jure, les séances de brainstorming pour imaginer les titres des journaux du jour d'après, c'est jouissif. Ça fait un bien fou et ça réouvre l'imagination. Je pense que c'est le genre de séance collective qui ferait beaucoup de bien dans beaucoup de milieux associatifs. Alors, c'est juste une proposition. Le pouvoir symbolique. Bon, c'est pas facile. Il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Alain Deneau, c'est un Québécois. Et il disait il n'y a pas très longtemps un truc assez sympa. Il disait « Le jour où on rira, lorsque des Mario Draghi et autres patrons de banques centrales et de banques, etc., feront leur discours à nous expliquer la réalité du monde et qu'il faut faire des sacrifices et que c'est ainsi et pas autrement et que, vous comprenez bien, on n'a pas le choix. Le jour où on rira de ça, parce qu'on aura bien compris que c'est n'importe quoi, lorsqu'on aura bien compris que c'est un mythe énorme, ben, ce sera déjà pas mal. Ça ira déjà un petit peu mieux. Et puis, il y a des actions aussi qui peuvent être menées. Vous connaissez les Yes Men ? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de l'action qu'ils ont menée avec l'histoire de Bhopal et de Dow Chemicals ? Ok, donc il y a quelques personnes qui ne connaissent pas. Moi, j'adore raconter cette histoire. Donc, l'histoire de Bhopal, c'est une usine chimique en Inde, il y a pas mal d'années de ça, qui a explosé et qui a fait des milliers de morts et qui a rendu malades des milliers de personnes sur plusieurs générations. Une catastrophe. Bhopal, l'usine
donc responsable de cette explosion, n'a jamais versé d'indemnité. Et un jour, Dow Chemicals, grand groupe international chimique, décide de racheter Bhopal pour la modique somme de 12 milliards de dollars. Et là, les Yes Men, qui sont donc 2 activistes américains, se sont dit « on va faire un coup pendable » à Dow Chemicals. Et ils ont réussi à se faire inviter par CNN, BBC et d'autres grosses chaînes d'information américaines en se faisant passer pour des porte-paroles de Dow Chemicals qui avaient une grande annonce à faire. Et cette grande annonce, c'était « Dow Chemicals a compris qu'il était nécessaire de prendre les responsabilités des dommages qui ont été provoqués par l'explosion de l'usine de Bhopal. Et nous avons donc décidé d'indemniser les familles à hauteur du prix que nous avons payé pour l'acquisition de Bhopal, c'est-à-dire 12 milliards de dollars. » Magnifique. L'action, elle a fait comme ça. Rien que ça, c'est beau d'avoir montré ça. Et puis surtout, Dow Chemicals a été obligé de faire une annonce publique pour expliquer que non, c'était toujours des gros bâtards, qu'ils n'allaient toujours pas lâcher $1, et que ces gens pouvaient bien crever parce qu'ils n'en avaient vraiment rien à faire. Et que de toute façon, le droit était en leur faveur. Égratigner le pouvoir symbolique. Alors, quitte à rester dans un système politique représentatif, pouvoir institutionnel, on pourrait essayer de faire en sorte que les gens qui nous représentent ou qui sont censés nous représenter le fassent vraiment. Bon, j'avais préparé un petit document avec une liste d'organisations qui font du travail de plaidoyer, comme Finance Watch, comme Attac, comme d'autres, sur la finance. Mais j'ai eu un petit problème technique ce matin et donc je n'ai pas fait d'impression. Mais si vous êtes intéressé, il y a un papier qui va être mis quelque part par Mirella dans la salle. Vous pouvez inscrire votre adresse email et je vous enverrai le document que j'avais préparé avec tout un tas de références si ça vous intéresse. Il y a besoin de faire une pression sur ces élus. On ne peut pas les laisser faire leur truc de leur côté, quoi. Et puis, on doit arrêter de ne pas se mêler de ce qui n'est pas censé nous regarder, quoi. Parce que ça nous regarde. Alors, je vais juste vous dire une chose, c'est en Belgique, on a monté avec 2 amis, en fait, parce que bon, des amis qui travaillent dans les mêmes domaines, on a monté une campagne, parce qu'en Belgique, on a, la banque Dexia, elle a été sauvée en 2008, mais elle a été resauvée en 2011, et ça a conduit à l'achat de ce qui est devenu Belfus par l'État belge en 2011. Acquisition à 100% de Dexia Belgique. Et en fait, maintenant, l'État, qu'est-ce qu'il veut faire ? Maintenant que les pertes ont été bien épongées, maintenant que les licenciements ont été bien faits jusqu'au maximum, maintenant que les gens sont bien sous pression et qu'ils crachent bien du fric, ils veulent la revendre à des investisseurs privés et nous faire perdre le contrôle sur cette banque. 90 milliards de crédits. C'est quand même pas rien. Sans demander l'avis à personne. C'est le gouvernement qui décide. Le Parlement n'a même pas voix au chapitre. Et donc, on a monté une campagne pour se mobiliser là-dessus, pour en tout cas, au minimum, en faire parler, pour que ça ne se passe pas dans le silence. C'est quand même dingue. Bon, mais vous vous en fichez parce que vous êtes en France. Mais c'est pas grave. Je vous le dis quand même, si ça se produit, il y a à la Banque Postale, il y a des gens qui tentent de défendre la Banque Postale. Alors, pour arrêter d'être complices malgré nous, pour nous éviter ce qu'une femme un jour me disait, mais c'est la double peine, ce truc. Non seulement on se retrouve imbriqué sans le vouloir, on ne veut pas faire ça, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de faire des gros vilains, mais on se retrouve imbriqué là-dedans. Mais en plus, quand ça se pète la gueule, on repaye en tant que contribuable et en tant que bénéficiaire d'un certain nombre d'allocations. Quand on est en difficulté, qu'on perd notre boulot parce que c'est la crise, ça ne va pas. Bon, alors il faut des alternatives. Bon, après, c'est un problème de une partie de la population. Les gens qui n'ont pas un rond, ils n'ont pas ce problème de complicité. Mais bon, si on a un petit peu d'argent de côté, alors il y a la possibilité de changer de banque. Bon, c'est un acte minime. Alors le problème, c'est que c'est pas que le choix soit conséquent. Mais ce que je peux en tout cas vous inviter à faire, c'est
il y a beaucoup de rapports qui sont publiés par tout un tas d'organisations. Il y a des organismes comme Oxfam, CCFD Terre Solidaire, Attac, qui a publié le livre noir des banques. Il y a donc Oxfam, ils ont fait une étude sur les banques et la spéculation sur les matières premières agricoles et la faim dans le monde. C'est assez intéressant. Et donc, c'est les banques françaises. Il y a des études aussi qui sont faites par les Amis de la Terre sur l'impact environnemental des activités des banques, etc. Enfin, toutes ces organisations donnent un tas d'informations qui peuvent vous aider à décider, là, j'ai pas trop envie d'être quand même, mais là, ça va. Et puis, il y a aussi revendiqué pour un système de retraite publique. Enfin, c'est quand même fou qu'à force de se voir éroder notre système de retraite, on soit obligé d'être là-dedans. Et de continuer d'alimenter la bête qui va nous exposer à la figure. Enfin bref, je ne vais pas vous la refaire 50 fois. Pareil pour le logement social. L'érosion progressive, la diminution des APL. Bon. Et puis alors surtout pour se sentir plus fort et plus légitime face à l'État, le collectif. Moi, sans le collectif, je pense que je me serais pondue, ou un truc du genre, où je me serais retirée dans une grotte pour plus voir personne. C'est trop l'angoisse, quoi, autrement on n'y arrive pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions. Elles sont écrites dans des livres qui sont dans ma liste, que peut-être je vous enverrai si vous me laissez votre adresse email. Et il y a beaucoup d'organisations et de collectifs à rejoindre, à soutenir, dont il faudrait parler. Alors voilà, avant de vous laisser, je voudrais dire un dernier mot. Un mot de Mona Chollet. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une journaliste du monde diplomatique, qui est aussi l'auteur de plusieurs livres excellents. Il y a notamment un livre sur les femmes et la représentation du corps féminin, un livre féministe qui s'appelle Beauté fatale, je vous le recommande. Mais ce n'est pas de celui-là dont je voudrais vous parler. C'est de Chez Soi. C'est un livre qui n'est pas du tout sur la finance ou sur l'économie, c'est un livre qui porte sur le logement, sur l'habitat, sur notre façon d'habiter, qui en parle d'un point de vue poétique, architectural, politique, féministe, économique. Et une des choses qu'elle dit, parce qu'elle dit beaucoup de choses très passionnantes, une des choses qu'elle dit, c'est marrant, on vit dans des espaces de plus en plus petits, notamment en ville. Pourquoi ? Parce que pression, spéculation financière, immobilière, le logement devient de plus en plus cher. Et donc on vit dans des espaces de plus en plus petits. Puis bon, il y a la question de revenus aussi, qui rend difficile l'accession au logement. Donc on vit dans des espaces de plus en plus petits. Mais bon, on a quand même envie d'être heureux, quoi. Et donc on va dans des magasins qui nous expliquent comment faire de ces endroits tout petits des vrais paradis. Où on va avoir la chambre, le salon avec tout le confort moderne, la cuisine, et puis les rangements en 3D, l'entrée. Et elle dit que notre façon de nous réjouir de tout ça, d'accepter cette situation, ressemble de plus en plus à l'acceptation de l'injonction qui nous est faite de disparaître. Et je n'ai pas du tout envie de disparaître. Je n'ai pas du tout envie de leur laisser la place et de nous voir disparaître. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En sueño los caminos a sus hijos que obedieran llegó. There's a long time. 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 Hace mucho tiempo.